je passe tout de suite la parole à Serge Slama. Merci. Merci d'abord pour ce colloque. Je voudrais d'abord insister sur mon émotion et ma fierté d'être présent ici, d'avoir mis quelque part mes pas dans les traces des pères fondateurs du GISTI, de ce qu'on a entendu tout à l'heure, notamment par M. Vaquet, qui décrivait et qui décrit dans un entretien à plein droit accordé à Yolan Israël comment le GISTI fait un combat pour le droit et les méthodes utilisées par le GISTI pour ce combat pour le droit, cette imagination juridique. Et je crois qu'on a essayé, enfin j'ai essayé depuis une dizaine d'années de respecter cette imagination par le droit pour défendre les combats du GISTI. Je suis d'autant plus heureux que cette idée de colloque, je l'ai un peu suscitée, puisque depuis 2-3 ans, je collectais l'ensemble des décisions rendues par le Conseil d'État sur le GISTI, qui, selon mon recensement, il y a 90 décisions rendues par le Conseil d'État. Non, pas 99, puisqu'il y a des doublons sur Ariane, donc il faut en éliminer quelques-uns. Et il y a aussi des décisions du tribunal des conflits, notamment une décision qu'on a oubliée, la décision d'Anne Robert, qui est aussi un arrêt GISTI avec intervention du GISTI. Donc on est à 90 arrêts GISTI, et en collectant ces arrêts, je crois qu'à un moment donné, j'ai suscité auprès de Daniel Lechac cette envie d'organiser ce colloque pour les 30 ans. On peut insister aussi, d'ailleurs toujours sur l'importance au début, le lien avec les syndicats, entre le GISTI et les syndicats. N'oublions pas que le premier arrêt GISTI, enfin l'arrêt GISTI de 78 est un arrêt GISTI, CGT et CFDT. Et d'ailleurs, il y a bien une ordonnance d'irrecevabilité GISTI, un référé suspension, précisément sur l'arrêté de janvier 2008, l'arrêté sur la liste des emplois sous tension, où on a essayé d'avoir la CGT et la CFDT avec nous pour faire cette requête. Et donc, on a un peu tardé à déposer la requête devant le Conseil d'État et le référé suspension. Et donc, on a été trié pour cette raison-là. Mais il y a une requête d'irrecevabilité sur 90 requêtes, ce qui est relativement peu, comme l'a souligné M. Genevoix. J'aimerais aussi insister sur le fait que faire du droit des étrangers, ça mène à tout. Alors vous avez peut-être vu récemment que le GISTI s'est spécialisé dans le référé précontractuel, dans une ordonnance qui risque de lui coûter cher, puisqu'on pourrait perdre 30 000 € à cause de ce référé précontractuel, grâce à ce référé précontractuel. Mais ordonnance qui a supposé de se mettre au référé précontractuel, j'avoue qu'il y a à peu près un mois, je n'y connaissais strictement rien, et qui a supposé de découvrir la décision de section du Conseil d'État du 3 octobre 2008, accrochez-vous, syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l'élimination des ordures ménagères de la Sarthe. Et l'enjeu essentiel de la requête était là, est-ce que dans l'application de cette jurisprudence du Conseil d'État très récente. Donc voilà, le GISTI mène à tout, le droit des étrangers mène à tout, et ça a permis en 10 années de s'intéresser aussi bien à la redevance OMI, qu'on évoquait tout à l'heure, où on avait fait annuler la redevance OMI, la carte famille nombreuse, la médaille de la famille française, la conclusion du PAX dans des consulats à l'étranger, ou plus récemment les visas de transit aéroportuaire avec l'ANAFE, qui est d'ailleurs, à mon avis, dans les défaites du GISTI, une des plus importantes défaites du GISTI, puisque désormais l'ordre public peut limiter le droit d'asile. Donc voilà pour un ensemble de choses, de thèmes. Le thème que je dois aborder aujourd'hui, c'est le thème de l'égalité, et plutôt des stratégies contentieuses utilisées par le GISTI en matière d'égalité, sachant que l'égalité, c'est un des domaines qui a le plus progressé quand on regarde sur le droit, le séjour, l'éloignement, finalement le bilan n'est pas très positif. En matière d'égalité, il y a des progrès assez importants. Je reviens d'ailleurs sur l'idée de père fondateur. Je me rappelle que lors de l'audience sur les visas de transit aéroportuaire devant le Conseil d'État avec M. Stirn, qui présidait l'audience, à un moment donné, il a été question de la suspension des conventions internationales, des accords bilatéraux sur les visas qui permettaient aux anciens colonisés d'avoir un régime de liberté de circulation à l'égard de la France. Et en 1986, Pasqua avait suspendu, enfin le gouvernement avait suspendu unilatéralement ces conventions, ces accords bilatéraux. Et M. Stirn, lors de l'audience, nous a dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas contesté, cette décision ?» Et bon, en 86, j'étais relativement jeune, mais quelque part, il m'incarnait complètement dans le GISTI, en disant pourquoi le GISTI, à cette époque, je pense que ça aurait été qualifié d'acte de gouvernement, n'avait pas contesté cette décision. Et on voit très bien l'affiliation très importante qu'il y a dans ces combats contentieux entre les pairs du GISTI
et ceux qui mènent actuellement les combats. Alors j'aimerais insister ici sur le principe d'égalité. Sur ce principe d'égalité, il y a relativement peu d'arrêts justice sur le principe d'égalité. Si on fait le bilan sur les 90 arrêts, il y a à peu près une dizaine d'arrêts de justice qui portent sur le principe d'égalité ou le principe de non-discrimination en fonction de la nationalité. D'ailleurs, la première décision justice importante où il y a une utilisation du principe d'égalité, c'est la décision d'Assemblée de décembre 1978, puisqu'il s'agit d'appliquer le préambule de la Constitution de 1946 sous forme d'un principe général de droit, du droit à mener une vie privée et familiale normale. Et ce principe général de droit, comme dit le Conseil d'État dans cette décision, s'applique aux étrangers comme aux nationaux. Et donc c'est bien un principe d'égalité qui permet de l'appliquer. Et quand on revoit les conclusions d'Ondou sur cette affaire, c'était bien un des enjeux, savoir d'abord si le préambule donnait lieu à un principe général de droit, inspire un principe général de droit, et s'il s'appliquait aussi bien aux Français qu'aux nationaux. Et par la suite, d'ailleurs, ça a inspiré une décision du Conseil constitutionnel de 93, on l'a cité tout à l'heure, qui est assez importante, puisque désormais, c'est un principe de valeur constitutionnelle. Donc voilà pour cet arrêt justice de 78, qui est la première décision où il y a une application du principe d'égalité. Il y a une deuxième décision importante, après, en 82, une décision qui s'appelle Justice Gansevlété sur les étudiants étrangers. Daniel Lochac l'a évoqué aussi tout à l'heure, qui vraiment, la première décision, voit l'application du principe d'égalité de traitement inspiré de la jurisprudence du Conseil d'État de 1974 de Noyer-et-Choc. Et d'ailleurs, il faut insister sur l'importance des arrêts justice dans l'application de ce principe d'égalité de traitement, puisque vous connaissez sûrement la définition du principe d'égalité qui était dans de Noyer-et-Choc de 1974, j'y reviens pas, qu'on retrouve dans la décision de 82, et dans un arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, assez récent, un arrêt d'Assemblée du 31 mai 2006, qui portait sur le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants des pays tiers aux chambres des métiers. Et bien dans cet arrêt, il y a une nouvelle définition du principe d'égalité de traitement, définition qui réussit à fusionner à la fois la définition classique du Conseil d'État, mais aussi la définition issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de l'arrêt Guégusus contre Autriche, et on retrouve cette définition selon laquelle, considérant que l'institution d'une différence de traitement entre les artisans en ce qui concerne la qualité d'électeurs et l'éligibilité aux élections des membres des chambres des métiers de l'artisanat, laquelle n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi, implique l'existence de différences de situation de nature à justifier ces différences de traitement ou de nécessité d'intérêt général en rapport avec le rôle et les prérogatives des chambres des métiers et de l'artisanat qui auraient commandé de telles discriminations. Et cette décision est assez importante puisque pour la première fois, le Conseil d'État reconnaît dans cet arrêt d'Assemblée que même si les élus dans ces chambres ont un certain nombre de prérogatives de puissance publique, ça ne justifie pas l'exclusion totale ou l'exclusion des étrangers ressortissants des pays tiers dès lors que ces prérogatives ne sont pas suffisamment importantes dans un contrôle de proportionnalité. Donc voilà pour l'importance des arrêts justice dans cette définition du principe d'égalité. Je ne vais pas pouvoir voir l'ensemble des 10 décisions rendues par le Conseil d'État en matière d'égalité, ni la demi-douzaine de recommandations rendues par la HALD sur réclamation du justice, souvent sur des thèmes similaires. Je vais sélectionner pour montrer les stratégies contentieuses du justice, un certain nombre de décisions du Conseil d'État, décisions sur 3 domaines différents ou 4 domaines différents qui vont permettre de montrer ces stratégies contentieuses. Ces décisions portent essentiellement sur ce qu'on a appelé les droits et les emplois fermés aux étrangers. Il faut savoir que le justice, suite à un certain nombre de rapports qui avaient été faits, soit par le Conseil national de population immigrée, soit par Bernard Brune consultant, ou un rapport qui avait été fait par le Cercle Association, par Alexis Pire et Antoine Matt, le justice avait demandé au Premier ministre en 2001, dans une lettre ouverte, d'abroger l'ensemble des droits et des emplois fermés aux étrangers. Alors c'est à peu près une cinquantaine de droits et d'emplois qui étaient fermés aux étrangers, c'est-à-dire où il y avait une condition de stricte nationalité ou éventuellement une condition de nationalité française et ressortissant membre de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Et l'idée dans cette lettre ouverte de 2001, c'était de demander l'abrogation de l'ensemble de ces droits et emplois fermés, et pour toutes les dispositions à caractère réglementaire, ou parfois c'est des circulaires ou des instructions qui fondent les emplois fermés, d'en demander l'abrogation, enfin l'annulation du refus d'abrogation au Conseil d'État. Lorsque on a porté cette affaire devant le cabinet d'avocats au Conseil, l'avocat au Conseil nous a dit on ne peut pas faire un recours avec 50 textes
en même temps sur une seule demande d'abrogation, il va falloir découper. Et donc, tout à coup, on se retrouvait à dire on va devoir faire 50 demandes d'abrogation avec 50 recours derrière, ce qui va nous conduire à quelque chose que le GISTI n'a pas les moyens. Le GISTI est une structure qui repose essentiellement sur des bénévoles, et on n'avait évidemment pas les moyens de faire 50 recours contentieux. Et donc, le choix a été fait de cibler un certain nombre de droits et emplois fermés pour essayer d'obtenir leur ouverture. Et je vous parlerai de cette façon d'un certain nombre de démarches qui ont abouti à des victoires, ce qu'on peut appeler des victoires du GISTI, à la fois sur les publications étrangères, le recours d'ailleurs était antérieur, sur la médaille de la famille française, on a obtenu une demi-victoire, sur la carte famille nombreuse, finalement, on a obtenu une victoire, mais aussi parfois sur des défaites totales ou défaites provisoires, en tout cas je l'espère, par exemple sur les pensions des anciens combattants des ex-colonies françaises. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est de voir comment le Conseil d'État perçoit la démarche du GISTI, et on trouve cette perception dans des conclusions qui sont totalement méconnues, qui sont pourtant très, très amusantes à lire, des conclusions du commissaire du gouvernement Thierry Olson, sur un arrêt GISTI du 24 janvier 2007, arrêt GISTI qui portait sur des prêts agricoles. Alors, vous voyez, ça mène à tout. Les prêts agricoles étaient soumis pour la plupart à une condition stricte de nationalité française où il fallait être aussi ressortissant de l'espace économique européen. Et dans ses conclusions, M. Olson décrit la démarche du GISTI, sa perception par rapport à cette démarche de faire systématiquement des requêtes. Il dit, comme on le sait, le GISTI fait depuis plusieurs années déjà un travail assez systématique d'identification des dispositifs réglementaires supposés traiter les étrangers moins favorablement que les nationaux. Dès qu'il en tient un, si l'on peut dire, il forme devant l'autorité compétente une demande d'abrogation, dans la logique de la Real Italia. Lorsque cette demande d'abrogation est rejetée, le GISTI saisit tout aussi systématiquement le juge de l'excès de pouvoir. Ce scénario a été en l'espèce respecté, et le commissaire énumère l'ensemble des dispositions du Code rural dont on demandait l'abrogation, et il soulève au passage, il souligne: on notera au passage qu'en matière d'aide à l'installation en agriculture, notre paysage réglementaire s'apparente davantage à un maquis corse qu'au jardin à la française cher le nôtre. Donc vous voyez la perception du Conseil d'État de cette démarche qui aboutit d'ailleurs à une annulation pour les prêts agricoles. Alors je vais vous parler des thématiques que je vous ai dit. Alors d'abord une victoire du GISTI, la carte famille nombreuse. C'est une démarche qui d'ailleurs s'est liée à mes travaux de thèse, puisque vous savez sûrement que j'ai fait une thèse sous la direction de Daniel Lechac. Et un jour, je suis tombé sur ce formulaire à la SNCF, tout simplement. Et sur ce formulaire, assez étrangement, il était écrit ici qu'il y avait une condition pour avoir la carte famille nombreuse, condition de nationalité française ou ressortissant des anciennes colonies françaises, ou ressortissant aussi européens, bien sûr, depuis une décision de la Cour de justice des Côtes européennes de 1975, Christini. Et ça m'a vraiment étonné qu'on puisse, aujourd'hui, dans les années 2000, exiger d'être ressortissant des anciennes colonies françaises pour bénéficier d'un droit social, d'une prestation sociale. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver le texte qui fondait cette exclusion. En fait, dans aucun ouvrage, aucun manuel, on ne trouvait le texte qui fondait cette exclusion. Et on a trouvé cette exclusion à l'article 44 de la loi de finances de 1924. C'était le gouvernement Poincaré qui voulait faire des économies budgétaires, et à l'époque, il a exclu les étrangers, sauf les ressortissants de l'Empire à l'époque, de cette carte famille nombreuse. Et alors la question a été pendant se dire, mais comment on va faire pour se débarrasser de cette condition de nationalité assez étrange pour la carte famille nombreuse? C'était un problème. Le mieux, ça aurait été d'avoir un cas individuel, de pouvoir faire du contentieux individuel, mais on n'avait pas un ressortissant brésilien ou japonais ou je ne sais pas quelle nationalité pour faire ce recours individuel. En plus, la compétence aurait été d'un tribunal d'instance, puisque c'est un contentieux avec un SPIC, la SNCF, enfin, peu importe. Donc on s'est dit, on va essayer d'aller directement au Conseil d'État, conformément à notre habitude. Et l'idée a été d'appliquer une décision du Conseil d'État qui s'appelle l'Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire sur demander, le déclassement en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la Constitution de cette disposition législative, en pensant que ça relevait du pouvoir réglementaire et que ça violait le droit international et européen, le droit européen et même le droit communautaire.
Le Conseil d'État ne nous a pas donné raison. Le Conseil d'État a estimé que ça relevait de la protection sociale et donc de l'article 34 de la Constitution, et donc que le législateur était seul compétent pour abroger ce texte. Évidemment, que faire à ce moment-là? La stratégie a été différente. La HALDE s'est auto-saisie et les associations ont saisi, dont la Ligue des droits de l'homme et le Justice ont saisi la HALDE de ce dossier-là. La HALDE a estimé que c'était discriminatoire. Et au bout d'un certain moment, le législateur a abrogé par une loi de 2007 cette condition de nationalité, qui aboutit à l'abrogation de cette condition. Idem pour les publications étrangères. Le contentieux est assez connu sur les publications étrangères. On l'a évoqué tout à l'heure avec les affaires Maspero. Ça s'est poursuivi avec une condamnation de la France dans l'arrêt Ekin devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ensuite, le JST a fait une demande d'abrogation du décret-loi de 1939 qui fondait la législation sur les publications étrangères. Décision implicite, recours devant le Conseil d'État, arrêt Gisti en 2003, qui nous donne raison. Ensuite, d'ailleurs, il a été assez compliqué de se débarrasser complètement de la disposition, puisque Légifrance a rétabli l'ancien texte antérieur à 1939, de la loi de 1881, et on a dû ressaisir la HALDE qui a interrogé le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui a interrogé le Conseil d'État pour avis, et le Conseil d'État qui a estimé que le texte, finalement, était bien abrogé. Voilà, janvier 2008. Donc, finalement, on a cette abrogation totale. Voilà pour deux victoires. Juste très rapidement, puisqu'on me met la pression, une victoire partielle, c'est sur la médaille de la famille française. La médaille de famille française était conditionnée à une stricte... il y avait une stricte condition de nationalité. Pareil, c'était un décret de 1982, on demande l'abrogation, on fait un recours devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État nous donne partiellement raison. Il considère que les parents n'ont pas à être français. Donc là-dessus, on obtient satisfaction, c'est une violation du principe d'égalité. En revanche, tous les enfants doivent être français pour pouvoir attribuer cette médaille de la famille française. Bon, finalement, ça a été abrogé, elle s'appelle la médaille de la famille dorénavant, et il n'y a plus de condition de nationalité. Enfin, une défaite provisoire, c'est assez connu, c'est le contentieux des pensions des anciens combattants. Je dois avouer que moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce contentieux, il faut rendre hommage à Patrick Moni, c'est Patrick Moni qui m'en a parlé. C'était à mes tout débuts au JST, en 97-98. Il savait que j'étais juriste, doctorant, il m'a donné... un jugement du tribunal administratif de Paris qui s'appelait Diop, où M. Diop perdait devant le tribunal administratif de Paris sur le fondement du pacte international sur les droits civils et politiques. Bon, l'affaire est assez connue, l'affaire Diop. Et à ce moment-là, après il y a eu un appel et c'était en cassation au Conseil d'État, et le Conseil d'État a annulé sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais sur les pensions des anciens combattants, ça ne s'arrête pas là. Puisque vous savez que suite à cette décision du Conseil d'État de 2001, ce grand arrêt du Conseil d'État, il y a une décristallisation partielle. Cette décristallisation partielle, en 2002, n'a pas résolu la situation. Donc le JST a fait une demande d'abrogation des textes qui décristallisaient partiellement, qui était un arrêté et un décret, puis un recours devant le Conseil d'État, qui a donné lieu à une décision de section du Conseil d'État du 18 juillet 2006, et le Conseil d'État nous donne tort, en disant qu'il y a une marge nationale d'appréciation qui permet de maintenir cette différence de traitement. Donc le Conseil d'État nous donne tort dans cet arrêt JST et cet avis K. On ne s'arrête pas pour autant là. Vous savez qu'il y a la sortie du film Indigène. On avait saisi la HALDE depuis plus d'1 an. Il y a la Cour de justice des communautés européennes qui parallèlement rend une décision sur le fondement des accords de réciprocité Union européenne, pays tiers, qui évoquait aussi Patrick Moni. Et la France est condamnée dans l'arrêt Schwick de 2006 sur ce fondement-là. Et donc on continue, la HALDE nous donne raison par 2 fois par rapport à ça, malgré la décision du Conseil d'État. Et comme vous l'avez peut-être suivi il y a peu de temps, le tribunal administratif de Bordeaux a appliqué ces décisions et a à nouveau condamné le ministère de la Défense. Et je peux vous annoncer qu'il y a la Cour européenne des droits de l'homme est saisie d'un certain nombre de dossiers par un avocat marseillais, et le JST va faire une intervention volontaire devant une tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme pour soutenir cette démarche afin d'obtenir la condamnation de la France sur cette cristallisation partielle des pensions des anciens combattants. Donc vous voyez la gamme des actions du JST, des interventions possibles, où on recourt, comme disait M. Genevoix tout à l'heure, à l'ensemble des juridictions possibles et imaginables pour obtenir satisfaction. Mais Adeline va revenir là-dessus en montrant ce contentieux de la protection sociale. Bonjour.